Tout d'abord, je souhaiterais remercier Alexis pour cette invitation et Artaïs et toute l'équipe pour l'organisation de ces entretiens. Ils sont toujours passionnants. Et aussi au public qui est venu assez nombreux à distance, malheureusement, pour découvrir le travail d'Alexis. Je ne sais pas si Alexis, tu peux lancer Bah, le... d'abord aussi, moi, je m'associe aux remerciements. Je remercie Artaïs et à toi qui a bien voulu faire cet entretien avec moi. Et je partage l'écran tout de suite. Super, parfait. Euh, J'aimerais commencer, Alexis, notre discussion par une image, ou plutôt, pour être plus précis, par un personnage de fiction qui provient d'un manga du titre Hunter versus Hunter, un manga de Yoshihiro Togashi. Dans l'un des arcs narratifs de cette série, les principaux protagonistes sont confrontés à des fourmis chimères, des sortes d'animaux humanoïdes voraces à la solde d'un roi tout-puissant et tyrannique qui terrorise une région dans laquelle se déroule l'intrigue. Et au tome 19, Gon, le héros du manga, s'allie à une de ces fourmis chimères, un homme caméléon nommé Méléolon, que vous avez ici en image, qui a la capacité de d'effacer sa présence en étant invisible et en rendant invisible ceux qui le touchent. Si tu te souviens, si, pardon, ce référent a été la base d'un ancien projet de solo show qu'on avait imaginé nous deux, mais qui n'a jamais vu le jour. Et l'intérêt créatif et conceptuel des projets avortés est paradoxalement leur potentiel inexploité. Ce sont une sorte d'incomplétude béante fertile à être réinvestie. Et j'aimerais réinvestir ce personnage de caméléon pour introduire notre conversation. Alors pourquoi ce personnage en particulier? Cet homme caméléon en sportswear cherchant à assassiner son roi avec ses pouvoirs d'invisibilité. Rosemary Stolberg, qui est ici présente, a très judicieusement décrit tes œuvres comme des scènes de crime. Pour moi, ce personnage annonce plusieurs pans de notre conversation à venir tout en restant assez cryptique. Artiste plasticien pluriel, auteur, graphiste, tu es toi-même un peu un homme caméléon à l'image de tes œuvres. Toi et tes œuvres, vous vous glissez parmi les ombres et les interstices d'un réseau d'images et de sources assez diverses pour y soustraire une sorte de réalité alternative. Vous êtes à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du monde. Et de façon toujours assez subtile, comme une sorte de lame cachée dans un parapluie, tes œuvres qui empruntent au langage de l'art conceptuel, que ce soit le livre, le texte ou la photographie, déchirent en quelque sorte notre vision superficielle du monde pour révéler les contradictions sur lesquelles notre société contemporaine se fonde. Il y a quelque chose dans ton travail de l'ordre presque du sabotage, dans le sens où tes œuvres frappent aussi fort qu'elles savent se faire discrètes. Et pour moi, ce personnage de manga que je mets en miroir de toi, de toi en tant qu'artiste et de tes œuvres, ça me permet d'introduire une image, un autoportrait que tu as fait assez récemment, qui, à mon sens, allie plusieurs choses de ton travail, presque, on va dire, font une bonne introduction à ta pratique. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur ce fameux autoportrait? Alors, un autoportrait photographique que je présente là est déjà où j'engage donc mon visage et merci pour cette présentation où tu me compares à un caméléon. Cette présentation un peu animalière me correspond un peu puisqu'il est sujet de parfois même via des anecdotes, des choses, comme tu as dit, un peu plus anecdotiques, des incomplétudes et des choses qui ne sont pas complètes. Je pense que, euh, que dans cette photo, j'ai voulu autant être un peu une personne qui joue un peu des reflets qui sont sur mes lunettes, qui en fait, vous allez voir que ces lunettes vont revenir plus tard et même ce portrait va revenir plus tard pour parler plus longuement de l'autobiographie aussi et de la fiction. C'est pour ça que
aussi ta présentation me plaît beaucoup. Par exemple, on me présente aussi, comme tout le monde, par un prénom et un nom. Et j'ai la chance d'avoir un nom dont peu de gens savent le prononcer, et même moi. Et cela me va comme ça aussi, puisque c'est un peu l'emblème du caméléon, je veux dire. Pour peut-être introduire ton travail, dans la description que tu fais de tes œuvres et de ton travail en général, tu cites comme référence Brancusi et Zidane dans une pensée parfaitement horizontale. Par ailleurs, tu leur donnes comme horizon, comme postérité, le fait de devenir des marques. Ils deviennent non plus des hommes, mais des signes de reconnaissance avant tout. L'un relève de l'art moderne, Brancusi, l'autre relève de l'histoire du sport, Zidane. Sont à la fois des figures de la culture savante et de la culture populaire. Et dans ta pratique, comment rapproches-tu, voire concilies-tu ces deux cultures qui, dans l'esprit des gens en général, sont totalement différentes l'une de l'autre? Et que tires-tu de ces rencontres? Waouh, ta question est longue et elle répond à moitié déjà, puisque tu notes et tu remarques cette hybridité, en tout cas le métissage de la high et de la low culture, mais en vrai, je me documente pas comme ça en étiquetant, mais plutôt en me réservant la liberté de souligner des connaissances communes, en fait. Je les pèse pas. Et là, je choisis pour montrer, pour illustrer ta question, un travail que j'ai commencé en 2016 et me poursuit et poursuivra au long cours, j'imagine. C'est une installation ou plutôt une sculpture portée. C'est une reproduction d'un Brancusi à l'échelle 1, mis dans un sac sport bag. Le sportwear est intéressant puisque au regard de Brancusi, il a aussi créé une œuvre, mais aussi fait du sport. Mais peut-être que c'est anecdotique, mais pour moi, ça l'est un peu moins puisque j'ai trouvé une archive, celle-ci. On le voit jouer au sport. Et pour moi, je me dis que si je peux, s'il a fait un oiseau dans l'espace avec ses proportions si, si, si shape, en tout cas si proportionnellement parfaite, je pense on peut en tout cas imaginer une balle frapper aussi bien que l'envol d'un oiseau. Ensuite, pour encore renforcer, pas par la pratique et la technique, mais par bien sûr la référence, je me réfère aussi au douanier à un moment dans l'histoire de la pratique de Brancusi. Il envoie des œuvres, on revoit cette œuvre-là, l'oiseau dans l'espace. Il l'envoie aux États-Unis, mais le douanier ne le reconnaît pas comme œuvre, puisqu'il est si bien fait, si poli, que le douanier là juge encore peut-être quelque chose d'incomplet, comme tu disais, l'incomplétude, quelque chose d'incomplet qui ne le valide pas comme œuvre et du coup viendra un peu comme un buzz de l'époque, on pourrait dire qu'un douanier n'a pas accepté une œuvre puisque elle ne rentre pas dans le critère qu'il a pensé comme une loi. Enfin, après, du coup, les États-Unis et Brancusi aura un contentieux judiciaire et tout ça va être amené à l'injustice, en fait. Et du coup, là, je mets une image de Star Wars où bizarrement, à droite, on pourrait presque voir une sculpture qui ressemble à Brancusi alors que c'était dans des galaxies très lointains. Pour conclure à ta réponse, j'aimerais me mettre une vidéo qui souligne un peu tout ça, en fait, pour résumer un peu toute ma réponse et en même temps pour montrer à quel point les proportions de cette hélice, entre hélice et sculpture, vous allez voir qu'il y a
qu'il y a plein de Brancusi qui potentiellement peut être un peu dans le quotidien. Ce que vous voyez aussi à gauche, avec les dessins en ligne et formant une croix, c'est c'est en fait le livre que vous voyez là, tenu dans mes mains, et c'est un aplatissement en fait. Prenons en fait la sculpture et essayons de l'imaginer découpée et remis à chaque page. Et comme ça, en fait, à chaque... Alexis, je crois qu'on n'a plus, la capture, le partage d'écran. On n'a plus le... Ok, je repartage, pardon. Hop, désolé. Est-ce que là, vous voyez... Parfait, c'est revenu. Est-ce que tu peux juste le mettre en plein écran? Oui. Super, merci. Alors, ce que vous voyez à gauche avec le dessin en ligne est en fait extrait d'un livre qui est en fait, j'ai repris les proportions de la sculpture de l'oiseau dans l'espace de Brancusi et découpé comme on découperait en fines lamelles en forme de saucisson, comme si on coupait le saucisson Brancusi et on l'insérait dans un livre. C'est-à-dire quand on l'ouvre, on le redécoupe et lorsqu'on navigue dans le livre, on est conceptuellement dans l'espace de l'oiseau dans l'espace et lorsqu'on le finit, on pourrait juste l'imaginer en tête qu'on a fini un livre qui reconstitue un Brancusi. Peut-être pour enchaîner sur cette question de l'image au public, tu as beaucoup travaillé cette image, cette question de l'image exposée au public et son support, notamment sur les réseaux sociaux ou dans la rue. C'est au cœur de plusieurs de tes œuvres. Tu as notamment, pour rappel, fait tes études dans l'atelier de Claude Koski aux Beaux-Arts de Paris, un artiste qui a beaucoup questionné et remis en question l'image publicitaire. Quel rapport entretiens-tu avec la publicité et plus largement avec la diffusion des images aujourd'hui? Et peut-être pour enchaîner, ton travail formule-t-il une critique de notre société, on va dire, consumériste et inondée d'images? Wow, déjà ta question me paraît déjà très complète et en fait elle se complète puisqu'elle répond à moitié déjà. En fait, elle impose un constat en plus de ma pratique parce que ma pratique peut le faire, mais je pense j'aimerais qu'elle ait une myriade d'interprétations et je me laisse le seuil de l'interrogation et pas soutenir forcément une position, mais puisque c'est un double tranchant quand tu dis qu'il y a un constat qui est le consumérisme et l'inondation, le constat d'avoir plein d'images, je trouve qu'il y a là, même délibérément, je choisis aussi là des images où j'ai reproduit des enseignes pour pouvoir les réinvestir comme je réinvestirais une page de carnet. Mais pour finir, vraiment, là, j'ai évité un peu ta question, mais c'est que je me sens un peu triste de cette question puisqu'elle est à la fois dans un élan de la publicité, on peut promouvoir, je ne sais pas, des bonnes choses comme des choses un peu inutiles, c'est vrai, mais du coup, ce besoin peut être incarné par déjà des envies, des besoins, en fait, des besoins humains. On les incarne, ces besoins peut-être. Et donc, c'est en double tranchant, c'est un peu la théorie du pharmacone, de la pharmacie presque, c'est-à-dire qu'elle est à la fois remède et drogue, en fait. Ces images, je suis dedans, elles sont tout à fait mes drogues comme un remède, peut-être. Je peux dire ça, en fait. Je peux ne dire que ça et après, je ne peux pas
positionner autrement. Enfin, j'ai cette contradiction-là et je ne sais pas quoi en dire plus, en fait, à ta question. Et donc là, on voit particulièrement une installation que j'ai faite, un calendrier plus une vitrine composée d'une vidéo. Hop, ça charge. Hop, bien non, en fait, ça ne charge pas, c'est là. Je peux parler dessus puisque en fait, c'est muet. Vous voyez en fait défiler des slogans publicitaires qui est normalement pour le matraquage publicitaire, mais là, dénué de tout contexte, il devient presque une poésie, en tout cas, en fait, la métrique ou la chose similaire à chaque tempo, à chaque défilement, c'est qu'il y a le mot temps, en fait. Le mot temps revient à chaque fois, matraque un peu cette vitrine, mais en même temps, par la lecture, on peut lire juste des mantras presque, une méditation sur le temps. Et d'ailleurs, en parallèle de ton travail plastique, tu as aussi une pratique de graphiste qui est peut-être en lien aussi à tout ton intérêt pour le design graphique, l'image publicitaire, le mot et la lettre. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter une sélection de ces recherches graphiques qui sont à la fois extérieures de ton travail, mais aussi très connectées? Alors, très à l'intérieur et très connecté, ou extérieur ou très connecté, c'est un peu jouer aussi du paradoxe, mais qui veut, en fait, je veux juste être plus clair pour une fois, mais juste dire que je pense pas être vraiment graphiste, mais parfois il y a eu des moments où j'ai dû faire un peu toute la ligne de production, c'est-à-dire autant faire la communication, autant faire parce que je suis aussi dans un atelier qui fait des événements. Et parfois, donc, on collabore au sein de cet artiste, de ce collectif, une plano. Et même malgré que je pense, parce qu'avec un grand respect, c'est un peu lourd de porter cet grand héritage un peu aussi du graphisme, parce que j'ai eu quelques cours avec d'excellents graphistes, et que moi-même, je ne peux pas dire aussi juste par le travail, en fait. Je ne travaille pas par la commande, mais quand même, je vais vous montrer, parce que je vais quand même vous montrer des recherches graphiques, comme si on montrait sorti d'un carnet de notes, carnet de dessin, quelques collaborations pour le coup, ou quelque chose, ou quelques dessins sortis de mes carnets de notes, de mes carnets de croquis. J'appelle ça comme ça. Enfin, j'utilise surtout des logiciels, mais qui me paraissent comme des carnets de croquis, en fait. Et ça, j'ai envie de vous les déplier, en fait. Je vais vous montrer, je vais les montrer comme si je déposais des choses sur une table et comme si, surtout, à un rythme d'une d'une journée presque. Par exemple, là, je ne sais pas quelle heure il est, mais voilà, je fais un poster pour une designeuse de montres lorsque j'étais à Genève. Après, je joue au golf. C'est une lettre redessinée par les proportions. C'est un lettrage, une typographie redessinée par les proportions de la découpe de Brancusi. Toujours parce que j'aime bien dessiner des lettres. Je l'écris à chaque jour que je dois dormir. Et là, comme je suis fatigué du moment où de mon activité sportive, je vais dormir en fait. Tout en dormant, je ferme les yeux et j'agence des ensembles, c'est-à-dire des collections. Je joue au collectionneur, mais en dormant. C'est-à-dire que là, pour cette affiche-là, très longue, elle nous a permis, lors d'une exposition, de prendre pratiquement presque un hommage à Stefan Zweig et sa nouvelle La collection invisible, où il est question où il est question dans le récit d'un collectionneur qui est totalement aveugle.
Et nous avons pris le parti pris à InPlano de faire une exposition et en reconstituant un intérieur fictif d'un collectionneur qui pourrait être aveugle. Et voilà. Mais je m'arrêterai à là. Mais c'est un grand hommage à cet écrivain-là aussi, je dirais. Et pas plus de photos, mais particulièrement dans cette exposition, j'ai fait cette affiche qui est aussi c'était une stratégie pour envelopper ce papier qui est imprimé. Il enveloppait aussi des pièces ou enveloppait des multiples, des livres d'artistes qui est maintenant recouvert de ça, n'avait plus d'identité, n'avait plus de couverture, mais n'avait qu'une. Ça jouait un peu l'aveuglement. Après une bonne nuit de sommeil, je me lève, mais je ne mordis pas mon pinceau ou par contre pas mon stylo. Et je remets mes lunettes. On le voit avec ce dépliage de tout ton travail graphique, que tu as aussi un vrai travail d'écriture derrière. Et considères-tu peut-être ton travail, notamment graphique et typographique, ou lié à tes œuvres notamment, comme de la poésie visuelle? Et est-ce que tu pourrais peut-être nous montrer quelques exemples de cette porosité entre graphisme et ton travail plastique? Alors, poésie, déjà, ouais, ça pourrait tendre vers l'assonance. Déjà, oui, enfin, je m'amuse à dire que mon nom de famille est difficile à prononcer. Sinon, oui, mais ma métrique, en fait, je suis un peu du mal aussi à humblement apporter ce mot poésie, mais oui, peut-être la poésie, puisque la métrique, elle est très courte, en fait. Je lis pas, ou je ne performe pas aussi, je laisse avoir, j'écris plutôt parfois des choses très courtes et je les mets en forme, puisque c'est là le côté visuel. Et là, pour le coup, j'ai choisi une œuvre présentée à InPlano, donc dans mon atelier. Il s'agissait de tendre un filet et suspendre le mot hic, un onomatopée, un mot presque hot, sexy ou chaud pour moi. Chaud parce que ça craint, parce que ça fait aussi référence au travail des Temperature World, les peintures de Ed Ruscha, qui lui explique les mots qu'il voudrait attraper sont hot et par le fait de dessiner des glaçons, des liquid world, des choses, c'est sa manière d'attraper avant que le mot parte parce qu'il est chaud ou il est liquide, c'est qu'il y a, il y a un dynamisme en fait, il y a un thermodynamisme au mot en fait. Ça lui donne moins la logique d'une grammaire de lecture, mais aussi de devoir attraper très vite parce qu'elle réagit à une thermodynamique. En fait. Et là, ça craint et donc c'est hic. C'était ce qu'on avait dit. Voilà. Mais aussi, je choisis aussi de montrer, peut-être ça allait un peu trop vite, de choisir de montrer Billet vert, en fait une série de dessins enveloppés dans un poster. Alors, c'était pendant le premier confinement, il me semble, ouais. Artanis me demande de faire un multiple. Enfin, m'a invité à faire un multiple et j'ai répondu par le fait de faire 10 dessins sur billet vert. Et ce titre-là, billet vert, est relancé dans un poster, poinçonné et jouant des valeurs, puisque en fait, ce multiple n'est pas vraiment un multiple, puisqu'il contient différents dessins sur billet vert. Et billet vert était aussi la valeur du prix du multiple, qui était à 100 euros. Parce que cette périphrase aussi me permet aussi de faire l'allusion à la valeur, parce que le billet vert en euros correspond au billet de 100 euros,
Et le billet vert, normalement, demande un billet de dollars. Mais en fait, enfin, toute la valeur ce multiple vaut 100 euros. Du coup, j'ai aligné par idiotie la logique chromatique du billet vert, c'est-à-dire d'une valeur verte d'un billet euro et également, également la valeur monétaire en fait. J'ai essayé de faire joindre les deux. Voilà, lorsqu'il est plié, le dessin vient être mis dans cette enveloppe presque comme une enveloppe de remise de chèque qu'on retrouve dans certaines banques. Poinçonnée, mais aussi cette enveloppe qui est en fait un poster et comme une validation si quand on valide, on poinçonne. Me revoilà. Te revoilà. Et dans la continuité de ton attrait pour les formes poétiques, ton travail plastique relève en partie de la fiction. Et comment amènes-tu le récit à s'incarner dans tes œuvres? Je pense notamment à un texte que tu m'as un jour fait, que tu m'as lu un jour, qui est une fiction poétique. C'est un texte dont la légende voudrait qu'il provienne d'un carnet que tu as écrit quand tu étais plus jeune adolescent. Et dans ce poème, qui mêle à la fois un langage soutenu et argotique, son deux temporalités se croisent, le toi du passé, un jeune ado du 93 rêvant déjà d'être grand, et toi aujourd'hui qui te remémore de manière assez mélancolique ton enfance, et à quel point ce travail de fiction, d'écriture qu'il y a dans ton travail est autobiographique. Une part autobiographique d'ailleurs qui vient d'une réflexion assez récente finalement. Ah oui, en fait, au tout début de ce terme que je recherche, en fait, l'autobiographie, je ne sais pas si je suis à l'aise d'en parler, je pourrais juste me rappeler de quelques principes et de quelques notions, je veux dire, du bac de lycée. C'est-à-dire qu'il y a un double destinataire, je trouve. Je l'ai écrit autant pour moi qu'un lecteur autre, mais en même temps, lorsque l'instant de l'écriture permet aussi de faire une analyse, c'est du récit et de l'analyse. Donc, le récit et l'analyse, déjà, je, euh, je sais comment mes œuvres pourraient incarner. C'est, ben, par exemple, de donner essayer d'écrire la totale confiance à, que c'est un portrait, donc on voit ma tête, et donc ainsi on pourrait parler au moins de portrait. On ne sait pas si c'est autobio ou pas. Et après, prendre des distances grâce à des façons analysées, en fait. Le temps d'écriture me permet d'analyser aussi ce que je mets et ce que je ne mets pas. Et pour cette, euh, pour l'anecdote que tu as dit aussi de la fable qui, euh, qui était une écriture, en fait, puisque parce que c'était lorsque j'étais parti à Shanghai et lorsqu'on est loin de mon pays, où je suis né en France, et toutes les déroutes des choses familières, de la langue, parce que je ne parle pas le chinois, m'a voulu et m'a poussé à écrire. Et je voulais donner une diction, en fait. Je parle de diction quand je mets un portrait à côté. Je mets, ce texte-là. Vu que je ne veux pas vous le montrer, en fait, puisqu'il n'est pas encore publié, il devrait être publié sur un site web. Cette fable où je parle à moi-même, en fait. Cette fiction où je parle à moi plus petit, avec une certaine mélancolie, comme tu dis, où en même temps, il y a deux tempos ou deux langages, le familier et le plus soutenu, on pourrait dire, enfin, plutôt un tempo plus où j'analyse plutôt que soutenu, je dirais. Et c'est mis en vis-à-vis, ce texte est mis en vis-à-vis avec ce portrait-là qui, en fait, me donne un peu un air de voyou ou un air ayant un peu des inscriptions un peu au niveau des lunettes, un peu fantastiques, qui renvoie à un argot dont je laisse un peu le mystère, mais bon, vous pourrez. En fait, on peut lire quelque chose dans mes lunettes. Et ça m'avait. Et qui rebondit dans le texte. Et c'est comme ça, en fait,
ce mot inscrit dans les yeux, presque comme des larmes ou comme un reflet, ou comme une incarnation, en tout cas, ou comme un déguisement, on ne sait pas, il rebondit dans le texte et c'est là où je m'en détache, où je suis totalement d'accord avec ce mot, je ne sais pas. Et, et, euh, et ce mot-là, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Non, pas par là. En fait, je pense que ce portrait est comme une diction, en fait, une manière de lire cette fable délibérément, que je ne montre pas là, mais qui m'anime encore. Et la généalogie, en fait, des photos, je ne sais pas si on peut dire, parce que là, il est soutenu par ma parole, mais parfois, là, enfin, j'espère que vous pouvez deviner que j'ai le même sourire, ou en tout cas, j'essaye de mimer le même sourire de Mona Lisa. Donc, même sourire, même combat, il y a le mystère. Ou non, dans la même généalogie, c'est-à-dire un peu avant, c'était une édition un peu d'étudiant lorsque je pars en échange. Bien sûr, j'ai fait un rapport de séjour bien plus complet que les 3 pages que je vais vous donner, mais en gros, j'ai voulu le conclure en invitant une dessinatrice, Thelma Capello, à illustrer ce que j'ai vécu en Suisse. Je vous laisse un peu voir. Hop, je pense que vous avez vu la première planche. Donc, je suis parti à la Aide. En fait, c'est mon chemin vers la Aide, la Haute École d'Art et de Design de Genève. On n'a peut-être pas assez bien vu la dernière image. Peut-être tu peux une sorte de jeu de mots que tu aimes beaucoup. Tu es friand. Ouais, on peut dire ça. Et peut-être pour rebondir sur ce caractère autobiographique qui est récent chez toi, est-ce que tu as des projets à venir dont tu souhaiterais nous parler? Alors, j'ai amené j'ai ramené en fait un projet à venir, même si et qui me demande davantage d'explications. En fait, c'est toujours un peu sur. Là, c'est un poster qui était en fait normalement dédié à une exposition que je devais faire à Shanghai, mais en fin de compte, elle a été annulée du contexte un peu difficile du commissariat en Chine, on va dire. Et là, j'avais quand même tout de même réussi à établir tout ce qui pouvait être autonome et qui n'avait pas besoin d'institution, d'un lieu. J'avais préparé un projet qui s'appelait Final Boundaries, une limite finale, qui en fait au départ, d'ailleurs, était le sujet, enfin l'appui ou le prétexte pour faire un teaser. Pas que, en fait, là, j'aime bien les effets d'annonce parfois, et les effets d'annonce, ils n'étaient pas que faits par ce poster que vous voyez là, mais aussi par la vidéo d'artistes confinés que j'ai proposée à Artaïs. Vous allez voir à peu près de quoi il s'agit. Il s'agit d'une limite finale, en fait, d'un ballon hors jeu ou de quelque chose qui sort d'un endroit, ou perché, par exemple. Back in action here at the Mega Bowl, Coffee Black is playing for the Tropics. Jackie makes the start here. In fact, it looks like he's running the offense.
I'm sorry, I don't know what just happened. A very unusual series of moves just made the ball go in. Damn! Alors, la vidéo que vous avez vue, normalement, tendait à annoncer une exposition qui jouait en fait d'une balle qui s'échappe ou d'une référence, en fait, toujours en Brancusi. Il faut repenser à mes premières tentatives de réappropriation du travail de Brancusi. J'y pense en lui apportant de la vitesse par le biais du sport ou de l'élévation en tout cas. Je pense aussi à la découpe. Là, la découpe me permettait un aplatissement, donc un aplatissement pratiquement d'une valeur. Par exemple, je suis bien content d'avoir quelques œuvres reproduites en photo parfois, où là, c'était même pas plus que ça, reproduit dans les proportions, c'est-à-dire dans un livre où j'ai aplati l'œuvre. Et donc là, pour le coup, j'ai choisi d'aplatir en fait tous nos réseaux, notre façon de présenter l'œuvre d'art qui est normalement dans des musées, dans un lieu, dans un réel lieu physique, je veux dire. Et je le déplace dans un réseau social qui est Instagram, où vous pouvez voir que j'ai beaucoup d'abonnements, mais pas beaucoup d'abonnés. Mais c'est fait délibérément parce qu'en fait, c'est un compte privé où j'essaye de lui rendre un peu l'unicité du virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne qui peut voir l'accrochage de ce contenu de ce compte en fait privé et qui en fait, vous allez voir le contenu, c'est sont en fait, vous allez voir, hop. Quelque chose qui navigue. Juste pour rappel, cette exposition devait avoir lieu au Centre Pompidou Shanghai. C'est peut-être pour ça que je fais des clins d'œil. En tout cas, mes premiers essais, mes premières tentatives, c'est que un clin d'œil à la myriade des centres Pompidou, en fait. Et ce qu'on peut voir, c'est la muse endormie qui est traitée comme un objet gonflé qui est perché, en fait. Je sais pas. Là, pour le coup, là, je reproduis du coup l'aplatissement d'un lieu et j'essaie de le mettre dans un lieu encore privé, mais dont je suis comment ça s'appelle la personne au guichet qui fait rentrer les personnes dans ce compte pour qu'il ait cette expérience, je l'espère, pas forcément unique, mais en tout cas, si j'arrive à, selon les tempos, selon les roulements des salles en fait, que je peux donner, la visite, peut-être que, en tout cas, la légende fera, ou ce que je vais dire là, je ne sais pas encore si ça va être vrai ou pas, mais que les images, chaque personne aura presque une image dédiée à lui, en fait, c'est-à-dire le visiteur à sa propre image. C'est dans l'ADN parfois de la délocalisation de la réception. Je sais que lorsque je travaille le multiple, le livre, je délocalise dans son ADN le livre et je ne suis pas dans un endroit où je dois aller pour aller voir. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, là, de renverser pour donner de la valeur un peu à un site virtuel, en fait, à une expérience virtuelle. Voilà donc comment je réfléchis ça. Et s'il y a une question de valeur aussi, hormis les questions d'une valeur d'exposer dans un lieu comme ça, mais par la photo, en fait, il y a aussi l'idée de
de la référence. Comme je l'utilise autrement, Instagram, j'aime bien aussi de piéger, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'abonnements et d'avoir un abonné, alors que l'inverse est normalement bien, enfin, bien vu. Voilà sur lequel, le projet sur lequel j'essaye d'établir une quantité d'images pour les visiteurs futurs de ce compte. Très bien. Merci beaucoup, Alexis, pour cette très belle présentation de ton travail et de cette œuvre, Final Boundaries, qu'on a hâte de voir un peu plus. Parfait. Je pense qu'on a... Quitter le partage d'écran et passer aux questions. Ouais, tout à fait. On est dans les temps. C'est parfait. Parfait. Super, merci beaucoup Adrien et Alexis, c'était très intéressant. Bravo pour cette très belle présentation. Moi, je voulais te poser une question, Alexis. Je sais que tu aimes à pointer les contradictions de notre société. Je voulais savoir si cette année un peu particulière qu'on a vécue t'a inspiré de nouvelles recherches, des réflexions particulières sur nos valeurs, mais sur aussi le statut de l'artiste. J'ai pas noté, mais il y a plein de statuts, il y a plein de... À la fin, les valeurs d'être ensemble, par exemple, ça m'inspire des questions, mais en concret, j'ai une œuvre qui joue un peu du son Lotus, et dans l'assonance anglaise, on pourrait les détacher, et lot of us, en fait, un être ensemble, enfin, beaucoup d'entre nous. Et ça m'intéresse un peu de les rattacher un peu peut-être à des choses qui est du rassemblement, et alors que là, on ne peut pas totalement se rassembler en quantité. Mais sinon, les valeurs, la tâche de l'artiste a toujours été pour moi peut-être de délocaliser, de reformuler des façons de montrer. Donc, je ne sais pas si c'était une opportunité pour moi de revoir ça. Enfin, je ne sais pas, en vrai, je l'avais déjà, je pense. Quand j'essaye de parler, de délocaliser la réception, il y a des choses qui ont été déjà, qui sembleraient déjà été avant le contexte. En fait, on peut plus se déplacer dans un endroit pour le célébrer, mais comment célébrer bizarrement chacun dans notre appartement, dans nos lieux, intimement, je sais pas. Enfin, je sais pas, mais j'ai ces questions-là en fait. J'ai eu ces questions un peu avant, je pense, parce que je suis un peu fasciné par le livre, et donc voilà. Et le livre, c'est la lecture la plus intime en fait. C'est aussi un truc qu'on célèbre tout seul, et donc, c'était déjà dans mes précédentes recherches, en fait, pour le statut d'artiste. C'est ce que j'ai oublié quelque chose, et les valeurs, c'est d'être ensemble. C'est peut-être là des choses qui s'amorcent, mais je n'ai pas encore mis la main. J'ai écrit quelques pistes pour les réaliser et modéliser des choses d'abord avant de construire, mais sinon, voilà. Et les écrits, est-ce que tu les montres ou bien c'est juste voilà, une base de travail que tu gardes pour toi? Alors, les écrits, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en fait, c'est du griffonnage surtout je les garde pour moi parce que c'est des moments où je remets des codes, c'est des outils de travail en fait. Mais il y en aura qu'un qui va être publié bientôt sur un site qui s'appelle Shanghai Paper, qui est la restitution en fait du voyage, en fait, de tous les participants du programme offshore de Paul de Vautour à Shanghai. Il y aura un site dédié à l'écriture, à une restitution d'écriture. Et il y aura un lancement, normalement, je ne vais pas le dire, mais il y a un truc excitant autour. Il y aura peut-être un lancement, je ne peux pas le dire encore, mais en tout cas, il y aura un écrit. Tu pourras me dire. Ok. Voilà, pour l'écrit, je vais publier sur Internet quelque chose bientôt.
on peut dire qu'il y aura bientôt un lancement. Je serai au courant cette année. D'accord, super. Merci beaucoup. Voilà.